Bonjour et bienvenue à ce nouveau Connaissance du Monde. Vous êtes à Rio de Janeiro, à Recreio dos Bandeirantes plus exactement. Je suis à l'intérieur parce qu'il y a trop de soleil sur la terrasse. Vous allez me voir dégouliner pendant que je parle. Et donc voilà, bienvenue dans ce temple bouddhiste de la lignée Dzogchen, la folle sagesse, qui se marre quand même beaucoup et qui joue un petit peu le rôle d'emmerdeur dans le monde qui nous entoure, parce que justement, on va mettre le doigt là où ça fait mal et là où je dirais que les autres restent bien sages à méditer. Donc la folle sagesse, c'est un petit peu ça, c'est rigoler un petit peu de ce qui se passe autour, même si c'est pas toujours très drôle, et essayer de le tourner de la bonne façon pour passer le message. Et puis jouer un petit peu les casse-pieds dans ce monde qui, je vous l'avoue, tourne vraiment pas à rond. Nous sommes bien loin du rêve de la vie et aujourd'hui nous allons parler de l'écologie. Donc c'est un connaissance du monde sur l'écologie, c'est un partage que je fais avec vous. Et voilà, c'est ma vérité, à vous de trouver la vôtre. Et voilà, on croit rien sur parole, on expérimente, on regarde par soi-même. Et puis le but c'est juste de guider la communication un petit peu. Et j'ai intitulé aujourd'hui ce partage « Écologie et bouddhisme ». Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que le bouddhisme a à voir avec l'écologie? Eh bien, si on réfléchit bien, et ce que je vous dis, hein, ça m'a toqué il y a à peine 24 heures, hein, c'était hier matin, je crois, en me baladant sur la plage. Décidément, il se passe tellement de choses quand on se balade sur la plage. Et j'ai fait le rapport avec le bouddhisme. Alors l'écologie, ça a été mon dada pendant de nombreuses années, il y a un petit peu plus de 20 ans, non, 10, on est en 2013, non, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter une histoire un peu particulière avec la forêt, et j'ai construit une maison en rondin, seul, dans la pleine nature, pendant 2 ans, où j'ai coupé des arbres. Alors je leur ai un petit peu parlé, hein. Quand je les coupais, je leur expliquais à quoi ils allaient servir, et donc j'avais déjà ce sens du contact avec cette interdépendance que l'on a avec le milieu. Et donc j'ai abattu une partie de la forêt, j'ai construit une maison avec ces arbres, et cette maison était, je dirais, elle réunissait à l'époque, c'était il y a presque 15 ans maintenant, tout ce qu'on peut faire en termes d'écologie à l'époque. Alors j'étais un peu précurseur parce qu'en plus je le faisais moi-même, j'utilisais pas de matériaux spécifiques, j'utilisais ce qui était autour de moi, au point où il y a même l'école d'architecture de Saint-Étienne qui était venue avec ses élèves pour montrer, discuter. Voilà, il y a eu un gros barouf quand même autour de cette construction qui a duré 2 ans. Parce que donc j'ai pu passer à la télévision, alors dans une émission de Delarue, vous allez rigoler, mais je me suis posé la question, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et c'était sur les changements de vie. Et effectivement, j'étais contrôleur aérien, et je partais dans la nature, et j'emmenais ma famille, et je faisais une maison tout seul. Donc c'était très drôle. Et par contre, voilà, j'ai eu un petit peu peur de comment ça allait être tourné, mais ils n'ont pas réussi à le tourner à la dérision, parce que je suis resté simple, et ce que j'ai montré, pour moi, ça n'avait rien d'exceptionnel. Pour ceux qui regardaient, j'ai reçu plein de messages. Il y a plein de gens qui sont passés après sur le chantier. Mais le message, c'était, déjà, on peut le faire. On peut faire simple. Nous pouvons faire simple. Et c'était vraiment un message de dire c'est possible. Et je pense que le message est passé à l'époque. Donc j'étais plutôt content du résultat de cette émission. Bref, tout ça pour vous dire que ce projet a eu un impact parce que quelque part, il était avec le cœur, avec la simplicité, avec la logique et surtout avec le respect. C'est-à-dire le respect pour moi. Travailler 2 ans sur un chantier, ce n'était pas forcément si simple que ça, il fallait bien gérer son corps. Le respect de la nature, et on va parler un petit peu de tout ça. Pourquoi le bouddhisme avec cette histoire d'écologie? Alors c'est très simple, parce que quand on réfléchit 2 secondes, l'écologie c'est quoi? Alors ça vient du grec oikos, qui veut dire habitat, et logos, qui veut dire discours. Donc en fait, c'est le discours de l'habitat, comment on intègre son habitat, comment on y habite, et c'est vraiment un discours, un échange sur tout ça. Et pourquoi avec le bouddhisme? Eh bien tout simplement
Parce que quelle que soit la tradition primordiale, ça veut dire vraiment les traditions du départ, avant qu'elles soient parfois inversées, eh bien ce bouddhisme, il vous parle des 5 éléments. Alors bien sûr, on les retrouve en Chine avec les 5 éléments chinois, avec des dénominations qui peuvent être un tout petit peu différentes. Mais on reste dans le cadre du bouddhisme avec le temple qui est ici à Recrio, avec l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et vous allez voir que notre monde qui nous entoure, eh bien en fait, ce sont ces énergies-là qui sont en mouvement autour de nous et qui jouent en permanence. Alors je sors du yin et du yang, on rentre un tout petit peu dans une petite complexité visuelle de voir ce qui est autour de nous. Et on va parler donc des 5 éléments, et on va parler de l'écologie bouddhiste, tout simplement parce qu'on va parler des 5 éléments. Et vous allez voir qu'en parlant de ces 5 éléments, on retombe exactement sur tout ce qu'on raconte d'habitude. Donc ce qui est très intéressant, quand on étudie la gnose, c'est-à-dire cette connaissance du monde qui nous entoure, qu'il soit au niveau stellaire, qu'il soit au niveau de la Terre, ou même qu'il soit en dessous de la Terre, eh bien, cette connaissance vous permet d'embrasser le monde. Et Pascal a fait une vidéo hier où il présentait un petit peu le temple, et je pense que la force du temple qui est en train de se créer et qui est en train de prendre son ampleur ici est vraiment dans le fait d'embrasser le monde. Hein, on appelle ça, en yin-yang, on appelle ça aussi la macrobiotique, mais c'est la vie en grand. Et quand il vous raconte que, bah oui, Nicolas, il prend le côté plutôt Inde et puis Europe, moi je prends plutôt le côté Japon, Chine, Pascal prend tout le côté Sud, et il nous manque juste un Esquimau pour faire le Nord. Et puis on aura les quatre points cardinaux. Mais c'est juste que ce temple bouddhiste, il intègre tout. En ayant bien sûr un cadre bouddhiste au départ, mais au bout du compte, on peut passer de l'un à l'autre, alors plus ou moins facilement, en fonction de nos habilités. Alors moi j'ai un peu du mal, je vous avoue, à rentrer dans la profondeur de la connaissance de Nicolas. Je suis plus proche de Pascal, c'est plus simple, c'est plus comme ça, là où Nicolas est plus dans la transcendance de beaucoup de choses. Et moi, je vous avoue, j'ai mon côté taoïste qui est très cartésien, et puis c'est blanc ou c'est noir, et du coup c'est un petit peu moins nuancé. Mais voilà, tout ça vous donne un panel hyper large, et ça nous permet d'être en contact de tout le monde. C'est-à-dire que toute personnalité, quelle qu'elle soit, normalement, elle peut trouver dans le temple des choses qui vont lui parler. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, et du moins c'est là que ça m'amuse d'être ici au Brésil et de partager ça, parce qu'en fait c'est vraiment un partage. Et un partage sans un est nul, un est bon, il n'y a pas de jugement, c'est juste qu'en fait il y a une intégration des uns et des autres ensemble. Et là, je vous avoue que c'est quand même assez extraordinaire. Et voilà, je remercie Nicolas et Pascal au passage pour partager tout ça avec moi, parce que, ben voilà, on est content d'être là, on est content de partager ça avec vous. On essaye le plus possible maintenant d'ouvrir les portes ici au Brésil, en sachant que, bah oui, il faut s'adapter aussi au Brésil, mais on a les capacités de le faire, on a cette ouverture, donc il n'y a aucune raison. Il faut juste maintenant qu'on nous connaisse un petit peu plus. Donc là, je suis encore en français, donc je parle encore avec des Français, mais c'est pour ça qu'on intègre de plus en plus aussi le portugais dans les cours, parce que c'est important, on est ici pour ça, et on nous a accueillis ici bien gentiment et les bras grands ouverts. Et voilà, même avec le Uber dans la voiture, je parle de santé, c'est très drôle en fait, parce que cette intégration, bah, on l'a en nous aussi, et quelque part, on essaye de la donner autour de nous. Un peu moins médiatiquement, mais ça va se faire petit à petit, je pense, c'est en cours. Je pense que c'est en cours. Donc, revenons à nos moutons. Respect de la nature, respect des équilibres, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le taoïsme, mais c'est cette notion des équilibres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps pile au point d'équilibre. Il n'existe pas. D'accord? L'équilibre parfait n'existe pas. Donc, ne cherchez pas à être des écolos à fond, parce que vous êtes dans un extrême. Alors là, je vous incite à regarder un petit peu la vidéo que j'ai faite sur les conflits intérieurs, et vous verrez que quand vous êtes dans un extrême, c'est que vous n'êtes pas dans l'équilibre et que c'est l'ego qui prend la main. Moi, je vous parle d'intégrer aussi bien l'ego, qui a besoin d'avoir chaud, qui a besoin de se sentir en sécurité,
que la nature Bouddha, qui a la clarté de voir les choses, d'entrer dans les choses, cette omniprésence en fait, on appelle ça omniprésence, et cette confiance aussi, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je raconte quand je vous parle de cette maçon japonais qui commence à créer quelque chose en sachant rien. Et en fait, il a cette forme d'instinct intelligence, on appelle ça un peu plus comme ça dans le taoïsme, et qui permet d'aller tout le temps au bon endroit. Et ça reste exceptionnel. Et je pense que c'est ce qui va créer un homme qui part de zéro et qui est un homme. C'est-à-dire dans sa programmation, mais qui n'est pas un gramophone qui répète ce qu'il a entendu, qui remet en pratique les choses. Non, il est capable de repartir de zéro et d'arriver à un résultat, s'il est bien sûr dans son cadre, c'est-à-dire, voilà, si vous demandez à un peintre de faire une maison, c'est sûr qu'il n'est pas dans son cadre. Hein, donc il faut être vraiment dans cette écoute de la vie, qui vous invite à faire les choses. Le design humain nous donne des clés pour savoir un petit peu plus ce pourquoi on pourrait être fait ou être bon dans quelque chose, et où le reste peut être des champs d'expérience. Donc voilà, je vous incite vraiment à aller dans cette grande simplicité, et puis le respect il va avec, hein, parce que quand on est simple, généralement, on est respectueux. Nous sommes respectueux quand nous sommes simples, et nous sommes clairs aussi. Hein. Plus c'est simple, plus c'est clair. Je vous rappelle que l'excès d'air dans la psychologie bouddhiste, hein, ça mène à la paranoïa, c'est-à-dire à la trop de réflexion. Donc méfions-nous de cet excès de réflexion. Les cours de gnose, il faut vraiment les digérer tout doucement. Je vous conseille de prendre des petits bouts, d'essayer de les intégrer en vous, c'est-à-dire les vivre. Et puis ensuite, vous revenez au cours, mais gober le cours, je pense que c'est indigeste. D'accord ? Parce que, voilà, c'est, je pense, d'une grande complexité. C'est dense. Pascal a la capacité de mettre de la densité dans les choses et peut vous filer une indigestion, à mon avis, assez rapidement. Revenons. Bien, donc, écologie et bouddhisme. Nous allons discourir, ça c'est en portugais plutôt, nous allons discuter de l'habitat et de la façon d'habiter. Première chose, l'espace. Alors pourquoi l'espace? L'espace, c'est quoi? C'est voir la distance entre une chose et une autre. Ça veut dire régler les distances qui sont simples, logiques, équilibrées entre les personnes. C'est-à-dire que quand vous mettez deux maisons à 50 mètres l'une de l'autre, à mon avis, vous entrez dans un déséquilibre. On va voir hein, l'inversion qui est pratiquée aujourd'hui des 5 éléments, parce que si on est dans l'inversion au niveau de la société, au niveau de l'ego, au niveau de plein de choses, on l'est aussi dans l'écologie en nous faisant passer pour de l'écologie. Mais c'est de l'écologie inversée. Je reviendrai juste à la fin en reprenant chaque cas et en vous montrant comment il y a une inversion. Donc cet espace, il est important, c'est quel espace est utile pour les êtres humains pour pouvoir vivre, on va dire, sans cette pression. Hein, je vous rappelle qu'au niveau de l'espace, quand on parle de bouddhisme et de psychologie bouddhiste, c'est vraiment une histoire de pression aussi, quand il y a trop de pression. Et donc cet espace, il est là pour permettre à chaque être humain d'avoir son espace en juste équilibre avec la nature. C'est-à-dire pas quelque chose de trop grand qui prend trop de la nature, et avec un espace suffisant pour chaque être humain qui va vivre dans cet habitat, en fonction bien sûr de l'habitat et du lieu surtout où vous allez habiter. Parce qu'il est évident que plus vous habitez dans un pays chaud, plus votre habitat se réduit dans le sens où la nature est accueillante, vous avez moins besoin de protection, et donc vous allez pouvoir vous épanouir dehors. Alors que quand nous sommes dans un pays froid, eh bien, effectivement, il faut se protéger du froid, nous allons nous enfermer. Et là, effectivement, peut-être on peut réfléchir au volume de l'espace de l'habitat de façon un petit peu plus équilibrée, donc avec un peu plus de volume, sûrement, puisqu'il n'y a pas l'ouverture de la nature, il faut quand même qu'elle soit dans la maison, des êtres humains, les uns par rapport aux autres. Donc cette notion d'espace, elle est très importante quand vous construisez quelque chose, parce que justement, voilà, il faut respecter l'espace de la nature, être en équilibre avec elle. Je suis dans un pays chaud, je suis dans un pays froid. Et
Et voilà, quelle est ma distance par rapport aux autres? Est-ce que, voilà, vous savez, on a un petit peu une bulle autour de nous, hein. Vous avez des personnes, des fois, qui ne respectent pas vos bulles. Donc du coup, ils rentrent dans votre bulle et là, ça vous agresse. C'est la même chose avec une maison. Si une personne est trop proche de vous, elle a un impact sur, bien sûr, votre notion d'espace, tout simplement. Ça, c'était déjà une première réflexion. Une deuxième réflexion, l'air. Eh bien, si vraiment je devais réfléchir à ça, je vous parlerais surtout, déjà, de l'implantation de la maison. Comment est le vent là où vous allez construire? Il est évident que si vous êtes dans un pays froid, il vaut mieux pas être au vent. Si vous êtes dans un pays chaud, il vaut mieux avoir un petit peu les alizés. Donc voilà, tout ça, c'est encore de la clarté et de la simplicité, mais une grande ouverture qui vous permet d'embrasser tout ce qui est autour de vous. Donc cette notion d'air, elle est déjà dehors. Intégrer le vent, intégrer comment ça se passe au niveau des courants d'air qui sont autour de vous. Si le vent il est toujours dominant du nord, de l'ouest, se protéger avec des haies d'arbres ou avec une descente du toit jusqu'au sol. Il y a plein de systèmes pour se protéger. Moi, je me souviens, ce que j'ai fait pour la maison en rondin, c'est qu'au début, je l'avais adossée au nord à une forêt, la forêt du voisin. Et puis un jour, je viens sur le chantier, j'arrive, puis je vois de la lumière au fond. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive, ils avaient abattu toute la forêt. Donc je me retrouve avec une maison qui avait une super exposition plein sud, protection au nord d'une énorme forêt d'épicéas, et je me retrouve d'un coup plein vent. Donc, j'intègre la notion d'air, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais descendre mon toit jusqu'au sol pour que le vent passe au-dessus de la maison. Alors c'est très drôle, hein, parce que je vais vous mettre une des photos, mais du coup ça faisait des congères devant la maison, parce qu'en fait ça tourbillonnait et ça retombait juste devant la maison. Donc ça a été très drôle, hein. Nous étions à 1000 mètres d'altitude, et il y avait quand même beaucoup de neige, sûrement pas autant qu'il y a 30 ans, mais il y a eu des bonnes chutes de neige, et voilà, alors ça sautait par-dessus, mais... Alors après les enfants étaient ravis, hein. Je les ai attrapés une fois en faisant de la luge sur le toit et en descendant jusqu'au sol. Voilà, pour les petits détails. Donc cette notion d'air, elle est importante. Mais c'est aussi l'air à l'intérieur de la maison. Alors à l'intérieur de la maison, il faut que l'air circule. L'énergie est faite pour circuler. Si l'énergie stagne, eh bien en fait elle pourrit, tout simplement. L'énergie, que ce soit de l'air, de l'eau, est faite pour être en mouvement. Donc dans une maison, il faut ce mouvement d'air. Et pour moi, le plus naturellement possible. Hein. On reviendra dans la version actuelle, mais pour moi, ça doit être le plus naturellement possible. Donc ça veut dire que vous devez avoir une circulation d'air naturelle dans votre maison. Donc si elle n'est pas parfaitement close, eh bien tant mieux, vous avez une circulation d'air naturelle. C'est exactement ce qui se passe avec les rondins, c'est que même s'ils sont bien imbriqués les uns dans les autres, il y a quand même une micro-circulation d'air qui se passe à travers certains passages du bois, en fait. Parce que le bois va bouger, se mettre en mouvement, et puis voilà, ça crée des décalages de temps en temps, pas très gros. On peut bourrer de la laine de mouton ou de la laine de chanvre, mais quelque part, voilà, il y a ce petit mouvement d'air qui est quand même là, et qui remplace une VMC. Hein. On dit qu'une maison en rondin n'a surtout pas besoin de VMC, et c'est vrai. J'ai habité 2 ans dans cette maison, pour ceux qui se posent la question, et ensuite, tac, un jour j'ai dit « Ah, mais on peut partir, j'ai fini mon expérience, on va vivre d'autres choses. » Et hop, on est parti en Bretagne. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Donc voilà, au niveau de l'air, réfléchissez à l'air à l'extérieur et réfléchissez à l'air à l'intérieur. Il faut vraiment que cet air circule dans votre maison et de façon la plus naturelle possible. Alors au Brésil, c'est simple, hein, de toute façon, c'est toujours ouvert. Mais quand on arrive dans les pays froids, c'est un peu compliqué parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre le chauffage et puis le renouvellement de l'air. Ensuite, nous avons le feu. Alors le feu, c'est quoi? C'est l'énergie de votre maison, c'est le cœur de votre maison quelque part. Donc, nous en sommes aujourd'hui, en fonction de l'endroit où on habite, à vouloir chauffer notre maison. Ce qui est tout à fait normal. Nous avons un corps quand même qui n'est pas rempli de fourrure. Hein. Donc nous sommes faits normalement pour habiter sous un climat relativement chaud et pas dans les climats plus au nord comme on l'a fait parce que voilà, les civilisations ont bougé, se sont mis en mouvement et puis se sont installés à des endroits où il faisait froid. Donc nous avons été obligés de mettre du chauffage dans nos maisons. Donc ce feu, il faut y réfléchir aussi. Quel type de chauffage je vais utiliser?
Personnellement, je pense que restons simples, logiques, dans le respect de la nature. Alors, je pense qu'une des meilleures technologies aujourd'hui pour se chauffer, c'est simplement le bois, voire le charbon, même si je sais que ça crée beaucoup de pollution. Donc, peut-être que le bois reste quelque chose de relativement idéal par rapport à aujourd'hui. Mais voilà, il faut y réfléchir et en avoir une utilisation la plus, je dirais, logique et globale possible. Moi, je me souviens, j'avais construit, donc j'avais acheté un poêle, hein, on pouvait mettre des bûches d'1 mètre dedans. Je l'avais semi-enterré au niveau, c'est une maison de plein pied, au niveau du rez-de-chaussée. Elle était sur pilotis. Donc j'avais semi-enterré le poêle, et donc il chauffait sous la maison. Et puis autour du poêle, j'avais mis un serpentin en cuivre, qui partait dans un double échangeur qui était solaire et qui arrivait du poêle. Et il y avait une circulation naturelle du poêle qui remontait dans le chauffe-eau. Donc vous voyez, c'était l'utilisation du feu dans plusieurs cadres. Et voilà, ça fonctionnait très très bien. Et puis, le feu, c'est aussi votre lumière. Donc soit vous allumez à la bougie, ça c'est possible, à l'huile, les lampes à huile, ou alors vous utilisez l'électricité. Alors là, ça se complique un petit peu parce qu'il va falloir produire cette électricité et le plus simplement possible et le plus logiquement possible. Donc deux solutions. Soit vous avez un cours d'eau à côté de chez vous, vous pouvez essayer de passer sur l'hydroélectrique. Soit vous avez du soleil, vous pouvez mettre 1 ou 2 panneaux photovoltaïques, en sachant que, bien sûr que le photovoltaïque, il n'est pas si écologique que ça, on va en parler après, dans l'inversion. Mais on va dire que si c'est dans un état d'équilibre, voilà, ce que je prends d'un côté, eh bien, je ne le donnerai pas de l'autre, d'accord? Ce que je prends un petit peu du soleil à travers le silicium et à travers ces panneaux solaires, eh bien, je ne le prendrai pas dans le nucléaire, qui lui est beaucoup plus risqué que le solaire. Donc voilà, cette électricité, si on ne veut pas revenir à Néandertal, eh bien, elle a le droit d'exister, hein, ne soyons pas non plus extrémistes. Et le jour où il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, on fera autrement. Mais pour l'instant, il y en a encore, on peut y réfléchir. Donc moi, ce que j'avais fait dans la maison, j'avais mis 2 panneaux photovoltaïques sur le toit. J'avais recyclé des batteries des banques, c'est-à-dire que les banques ont des batteries en cas de coupure de courant pour sauvegarder. Et donc j'avais mon beau-frère qui travaillait dans la sécurité des banques, et je lui avais demandé de me récupérer des batteries de banque. Donc voilà, j'avais ces champs de batterie qui étaient là, et ça fonctionnait avec le solaire. Et puis au niveau de notre consommation électrique, voilà, on avait mis vraiment des LED partout, donc c'était le minimum. Je sais, les LED c'est pas parfait, il faut de l'énergie pour le produire, mais une fois que vous l'avez, normalement ça peut durer assez longtemps aussi. Encore une fois, c'est pas la perfection qu'il faut chercher, c'est essayer de trouver un état d'équilibre acceptable par rapport au milieu, par rapport à laquelle on vit, et sans rentrer dans des jugements et des disputes qui n'en finissent jamais sur c'est bien ou c'est pas bien. Ensuite, l'électricité, donc ça c'était un point important. Et j'avais aussi un groupe électrogène, parce que quand vous avez 50 cm de neige sur le toit, alors c'est bien pour l'isolation, parce que quand on est en altitude avec du -11, eh ben vous avez 50 cm qui est à 0. Donc ça c'était pas mal. Donc pente de toit pas trop droite. Par contre ça voulait dire qu'il fallait une bonne, je dirais, structure au niveau de la toiture. Et c'est pour ça que j'avais recyclé mes arbres et les tiges des arbres en chevrons. Donc ce qui recouvre, hein, ce qui va faire votre surface du toit, c'est les chevrons qui va soutenir. Et donc j'avais utilisé ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous prenez un bois, si vous le délignez, eh bien vous lui enlevez 30% de sa force. Si vous prenez le bois en entier, que vous le posez, que vous mettez des choses dessus, eh bien il a toute sa force. Donc c'est vrai que j'avais gardé les tiges des arbres, et du coup j'ai pu recycler comme ça les tiges des arbres. Donc j'en étais où? Parce que j'ai dévié. Je vous parlais donc... Ah oui, c'est ça. Quand on est dans un endroit froid, l'hiver, il y a la neige sur le toit, les panneaux photovoltaïques, j'allais les dégager régulièrement. Mais c'est vrai qu'une machine à laver, par exemple, consomme beaucoup d'énergie. Et bah oui, il y avait une machine à laver. En fait, je crois qu'il y avait plus de technologie dans ma maison que dans une maison normale. C'était un peu la maison Géo trouve tout. Hein. D'ailleurs, quand je l'ai vendue, j'ai eu beaucoup de mal à la vendre. Tout le monde était content de voir cette maison, et puis dès qu'on rentrait dedans, on se disait « Oh là, je vais vous parler de l'eau tout à l'heure, mais ça pouvait être compliqué pour certains. Je vous parle de l'électricité, c'était une machine à gaz. » Et voilà, chacun il pouvait y voir ses peurs, et ça a été très drôle de voir un petit peu comment chacun allait toucher sa propre peur à un endroit, à un moment ou à un autre.
Ça s'est terminé que c'est un dentiste parisien qui l'a acheté, qui l'a relié au réseau, etc., etc. Alors qu'elle était indépendante, hein. Eau, électricité, et voilà, complètement indépendante. Et sans source, je vais vous expliquer après. Donc ça, c'était pour le feu. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Voilà. Ensuite, vous avez l'eau. Alors l'eau, c'est quelque chose qui est primordial, hein, pour boire, et puis pour être utilisé pour la cuisson, pour beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important. Le respect de l'eau, c'est quoi? C'est le respect, je dirais, de la traiter. C'est-à-dire que moins vous traitez l'eau, mieux c'est, parce que après vous allez la relarguer dans le, je dirais, dans l'espace naturel, et vous allez la relarguer avec plein de produits chimiques dedans. Donc c'est ce qui va créer un empoisonnement de l'eau. C'est là qu'on tombe dans l'inversion. Donc il y a cette histoire de prendre de l'eau le plus naturellement possible. Alors ça pourrait être de l'eau de pluie, mais le mieux ça reste quand même de l'eau de source. Encore faut-il avoir une source pas très loin. Nous on avait de la chance. Nous avions une source pas sur le terrain, mais au village. Même si elle était fermée, tant pis, enfin fermée. On va dire qu'il n'y avait pas d'analyse dessus. Mais moi j'allais toujours chercher de l'eau au village et on n'a jamais eu de souci avec notre eau de boisson. Mais je récupérais aussi l'eau de pluie. Donc j'avais une énorme toiture, parce que la maison était de plein pied. C'est une maison qui faisait à peu près 200 mètres carrés. Et je récupérais toute l'eau, et ensuite cette eau, elle était mise dans un réservoir. Ce réservoir, c'était quoi? Eh bien en fait, c'était tout simplement une piscine naturelle. Bah oui, autant tout utiliser, tout faire fonctionner, l'écosystème. Je me souviens de mes enfants qui ont passé des heures à jouer avec les tritons qui étaient dans l'eau de la piscine, et on s'y baignait durant l'été. Alors, ce qui est très drôle, c'est que les tritons vous montrent la qualité d'une eau. Il n'y a pas de triton si la qualité de l'eau est mauvaise. Donc ça, c'est intéressant de voir aussi quels animaux vont habiter l'espace qui est autour de vous. Si vous êtes dans le respect, la simplicité et la logique, eh bien, vous verrez que vous vous intégrez dans l'espace et que les animaux s'intègrent avec vous et vivent en communion, en interaction avec vous. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'avais un réservoir d'eau, j'avais créé au fond, quand on l'a creusé, un système de pompage de l'eau au fond, et ensuite donc, la maison était alimentée par la pompe, un surpresseur, donc qui mettait tout le système de la maison sous pression, et ensuite il y avait quelques filtres. Voilà. J'avais acheté un filtre à ultraviolet, je ne l'ai jamais posé, on n'a jamais eu de problème de quoi que ce soit dans la famille pendant 2 ans, et ça s'est très bien passé. Donc bien sûr que si j'avais fait une analyse chimique, elle était vraiment pas bonne, mais voilà, vivre avec le monde, c'est aussi vivre avec les bactéries, vivre avec les virus, et c'est comme ça qu'on obtient un corps aussi qui fonctionne très bien, parce qu'on accepte de vivre avec le milieu extérieur. Quoi d'autre par rapport à l'eau? Non, ben voilà, l'eau de boisson c'est très important. Alors aujourd'hui, il existe des systèmes de filtration qui sont intéressants. Je vous incite vraiment à filtrer votre eau, parce qu'aujourd'hui, elle est de plus en plus empoisonnée par beaucoup de choses, et à mon avis, on ne sait pas tout. Et puis, nous arrivons au dernier sujet, qui va être la terre. Alors, pourquoi la terre? Tout simplement, le respect et l'intégration de la terre. C'est-à-dire que vivre dans une maison, ça veut dire manger dans une maison. Ça veut dire que nous allons cultiver des choses, et que nous allons les manger, que nous allons les réintégrer avec le compost, avec les techniques comme la permaculture, et c'est fonctionner vraiment dans le milieu avec un échange. Alors bien sûr que si vous êtes à 1000 mètres d'altitude, je peux vous dire que c'est compliqué. Parce que je me souviens de mes choux qui avaient passé l'hiver sous la neige, et les chevreuils venaient les grignoter sous la neige. Mais c'était magique à observer, parce que par exemple la mâche, la salade, la mâche, eh bien elle poussait sous la neige au printemps. Et ça montre le côté yang et costaud de la mâche. Donc si vous êtes en France, c'est l'hiver, mangez de la mâche. C'est le mieux que vous puissiez faire en termes d'équilibrage du yin et du yang alimentaire. Donc cette terre, il faut la respecter. Je la respecte comment? Eh bien en essayant, encore une fois, n'essayons pas d'être parfaits. Ayons une idée de cette logique d'échange et essayons de faire du mieux que l'on peut. Donc ici au Brésil, ils font vraiment pas attention au sac plastique. Alors ça, c'est vraiment le truc... c'est compliqué. Donc en fait, moi j'ai toujours mon sac à dos, et puis quand on me demande si je veux un sac plastique, je dis non, j'ai mon sac à dos. Et puis en même temps, je dis c'est mieux pour les tortues. Et les gens me disent oui, c'est vrai. Donc voilà, il faut avoir conscience de ça, mais je ne me prends pas la tête si je mets une fois les choses dans un sac plastique. D'accord? Voilà, on vit dans ce monde tel qu'il est fait.
si nous entrons en lutte avec le monde, eh bien nous allons renforcer l'ego et ça ne va pas aider. Encore faudrait-il que nous ayons besoin d'aider quelque chose, parce que là on se place en tant que sauveur, mais on va dire que voilà, il faut qu'on participe à la vie du monde qui est aujourd'hui autour de nous, que ce soit en prenant un sachet plastique, en mettant du carburant dans sa voiture, ça fait partie du jeu. Essayons juste de rester dans un état d'équilibre par rapport à ça. Moi je circule quasiment qu'en vélo, mais j'ai aussi une moto et j'ai aussi une voiture. Mais elle ne circule pas beaucoup, surtout la voiture elle est toujours en panne. Mais voilà, c'est juste une histoire d'échange entre les uns et les autres, et ne pas empoisonner la terre avec des hormones, avec des produits chimiques. Ça reste dans le respect de la nature et de l'équilibre. Voilà. C'est ça pour moi qui est très intéressant. Alors je suis balance au niveau de mon signe, et que ça soit au niveau de l'astrologie sidérale ou de l'autre, bah, mon signe il ne bouge pas, il reste dans la balance. Et voilà, c'est comprendre ces notions d'équilibre, et on essaye de rester un petit peu au milieu, mais c'est vrai que des fois on va à droite, des fois on va à gauche, et c'est pas grave. L'important c'est de revenir dans la connaissance, la gnose, et la conscience de ce que l'on fait. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons dire au niveau de la terre? Voilà, c'est surtout, je pense, au niveau de l'agriculture que je me focaliserai. Et puis, voilà, j'avais choisi de faire cette maison sur des pilotis parce que je voulais que si un jour la maison disparaît, eh bien, en fait, il ne restera rien. Le bois, il va partir. Et puis, je dirais presque même, normalement, les pilotis étaient censés être faits sur les rangées d'arbres. Au début, mon projet, donc c'était une plantation que j'avais achetée, une plantation d'épicéas. Et il y avait donc des rangées d'arbres qui étaient espacées tous les 3 mètres, 3 mètres 50, je ne sais plus. Ouais, peut-être 2 mètres 50, je ne me souviens plus. Et je m'étais dit, c'est simple, quand j'abats la forêt, je vais couper à la même hauteur tous les troncs. Et je pose la maison sur les troncs. Et puis il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais non, t'es fou, il faut pas faire ça ». Et puis ben voilà, nous étions avec 3 enfants en bas âge, et je me suis dit « Ouais, on va peut-être pas mettre en insécurité tout le monde ». Et donc j'ai fait déraciner les arbres, et j'ai créé des petits pilotis de 20 sur 20 qui tenaient la maison. Il y en avait, je sais plus, une trentaine. Et ça soutenait la maison. Une maison en rondin, c'est léger. Et tout s'est bien passé. Voilà. Par contre, je reste persuadé, et j'en démords pas, que j'aurais pu la construire sur les troncs, parce qu'un tronc d'arbre, déjà en pleine nature, il met des dizaines d'années à disparaître. Imaginez sous une maison et au sec. Donc voilà, je me suis fait un peu influencer. C'est rare dans ma vie, mais là, je me suis fait un petit peu influencer, et c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc voilà, la notion de la terre, elle est importante, ne pas empoisonner la terre, parce qu'ensuite je mange la terre, ou du moins je mange la terre à travers les végétaux qui vont pousser dessus. Donc si j'empoisonne la terre, je m'empoisonne. Donc c'est un respect de moi, et c'est un respect aussi de la nature, et qui va ensemble. En bouddhisme, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance, c'est-à-dire que nous sommes tous les uns et les autres dans le même circuit, et donc si je ne fais pas attention aux autres, je ne fais pas attention à moi. Alors bien sûr que celui qui ne fait déjà pas attention à lui, à mon avis, il ne fait pas attention aux autres. Est-ce qu'il est dans un extrême ou pas? Alors il y en a qui font trop attention aux autres et qui ne font pas attention à eux. Vous voyez comme on tombe dans les extrêmes, et allez regarder cette vidéo que je vous ai faite sur la psychologie taoïste, parce qu'elle vous explique un petit peu tout ça. Donc voilà, espace, air, feu, eau, terre. Je pense qu'on a fait le tour. C'est du bouddhisme, d'accord? Les 5 éléments, vous les retrouvez dans l'écologie. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, on vous explique que la religion aujourd'hui est quasiment inversée partout, y compris le bouddhisme. Ensuite, on vous explique qu'au niveau de la médecine, on est dans l'inversion. En termes de psychologie, on est aussi dans l'inversion avec Freud. Donc nous sommes dans l'inversion partout. C'est l'époque qui veut ça, c'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Eh bien, bien sûr, vous pensez bien que dans l'écologie, nous sommes aussi dans l'inversion. On vous fait passer de l'écologie pour de l'écologie, mais on n'est pas dans une vraie écologie, on va dire, de respect, de simplicité et de logique. Simplicité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise ce qui est autour de nous de façon la plus simple possible. Alors, on ne va pas créer des DTU qui vous expliquent que isoler votre toiture, par exemple, avec des vêtements recyclés, c'est interdit.
vous n'aurez pas l'assurance, blablabla, blablabla. Donc en fait, on va vous créer des panneaux de chanvre qui vont avoir le DTU, donc qui vont être traités, etc. Et puis, ben voilà, on a fait de l'écologie. Mais c'est de l'écologie inversée parce qu'on n'a pas utilisé vraiment les ressources de la planète sans passer par des systèmes de chimie. Et voilà, on retombe encore sur l'empoisonnement qui est très en vogue en ce moment. Au niveau de l'espace, on va reprendre chacun et je vais vous montrer comment nous avons une inversion au niveau de l'espace, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. Alors au niveau de l'espace, je vous expliquais que nous avions besoin d'un espace autour de nous, d'une bulle suffisante. Eh bien, dès que vous vous retrouvez dans des espaces trop étroits, vous êtes dans un phénomène d'inversion du rêve de la vie, qui n'est pas de mettre trop de monde au même endroit. C'est ce qui se passe avec les grandes villes. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande inversion au niveau des grandes villes. Toutes les campagnes se sont vidées pour aller dans les grandes villes. Là est l'inversion. Sauf qu'on va vous le faire passer pour de l'écologie. C'est très en vogue en ce moment, c'est que maintenant vous n'arrivez plus à avoir des permis de construire en pleine nature parce que vous n'êtes pas relié au tout à l'égout. Où est le problème? Si je suis respectueux, si je suis dans la logique, et si j'empoisonne pas la terre, je vais par exemple avoir des toilettes sèches. Où est le problème? Je m'intègre dans le milieu, j'ai pas besoin d'épuration. Moi, je vous rappelle que ma maison, elle était indépendante et que je recyclais l'eau, ça je vous l'ai pas dit, mais mon eau, quand je prenais ma douche, ou quand je faisais la vaisselle, ou même la machine à laver, elle repassait dans des plantes, elle était retraitée par les plantes et elle repassait dans la piscine naturelle. Et on repompait et on recyclait les choses. Donc on était vraiment dans un système d'interdépendance avec le milieu et de recyclage permanent. Donc, me raconter qu'on ne peut pas construire une maison en pleine nature parce que justement il faut être tout à l'égout et dans tout ça, moi je ne suis pas d'accord. Et on est en train de faire de l'écologie inversée en regroupant tout le monde au même endroit et en retraitant les choses. Et du coup, c'est facile, hein. Il n'y a même plus besoin de réfléchir. Je m'en fous de ce que je mets dans mon lave-vaisselle et tout ça. De toute façon, ça part au truc comment ça s'appelle, au truc de recyclage de l'eau et ces grandes bennes où on recycle toute l'eau, mais on va la relarguer dans la nature. Hein. Les hormones, elles ne vont pas être modifiées. Il n'y a rien qui va être changé au niveau des produits chimiques. C'est juste au niveau bactériologique qu'il y a des modifications, mais ça repart dans la nature. Hein. Ou alors c'est épandu dans vos champs, il faut voir. Donc de toute façon, on est dans un empoisonnement de la Terre et un non-respect de la Terre. Donc cette notion d'espace, elle est aujourd'hui complètement biaisée et on est loin de faire de l'écologie parce que pour moi, la vraie écologie au niveau de l'espace, c'est d'avoir un espace, un habitat qui est large, pas un habitat dense. Au niveau de l'air, alors voyons comment on a inversé au niveau de l'air l'écologie. Eh bien tout simplement, aujourd'hui, plus votre maison elle est fermée et étanche, mieux c'est. Parce qu'au moins, vous ne consommez pas beaucoup de calories, et ça c'est écologique. Sauf que vous ne respirez plus dans votre maison, on est obligé de prendre de l'air de dehors, de le filtrer, de le pulser à l'intérieur, hein, avec les systèmes de double échange, etc. Donc vous créez une circulation totalement artificielle de l'air. Au niveau bactériologique, c'est vraiment pas une bonne idée non plus. Donc on fonctionne dans un système qui est complètement biaisé. Je vais vous donner un petit exemple de l'air vicié d'une maison. Alors j'avais un dentiste qui était en Savoie, qui avait été dentiste en Afrique. Et il expliquait qu'en Afrique, lui, toutes ses opérations au niveau de son cabinet se faisaient fenêtre ouverte. Or, en France, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre fenêtre si vous êtes dentiste. Parce qu'en termes bactériologiques, il faut que ça soit un système zéro bactérie. Mais c'est une grande bêtise, parce que toutes les bactéries s'auto-équilibrent entre elles. On sait aujourd'hui qu'il y a des ions négatifs dans l'air qui aussi jugulent les bactéries, que quand vous fermez un milieu, eh bien, c'est bingo pour certaines bactéries qui seront plus résistantes, qui vont prendre le dessus, et puis vous allez vous empoisonner avec vos bactéries comme les grands. Voilà. Parce que vous avez fermé vos maisons pour des raisons écologiques. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas la vision de l'autre côté, hein. Je dis juste comment on a inversé les choses et comment on peut se retrouver un petit peu la tête en bas. Ensuite, le feu. Alors là, c'est simple, allons directement au feu atomique, hein, puisque là, on est vraiment dans l'inversion par rapport à l'utilisation de l'électricité et tout ça, et on est vraiment dans un système où on est dans une inversion du feu, et nous avons aujourd'hui construit des... comment on va dire? Des cimetières qui peuvent péter quand on veut.
Hein, j'ai lu encore un article il y a quelques jours d'un ingénieur des centrales nucléaires qui disait qu'il y a beaucoup plus d'incidents qu'on ne le croit, sauf qu'à chaque fois on les minimise, on n'en parle pas, mais c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit et ça va finir par nous péter à la gueule, si je peux me permettre. Hein. J'ai pas l'habitude d'utiliser des gros mots, mais un jour ou l'autre, ça va vraiment mal se terminer. On l'a vu avec ce qui s'est passé au Japon, même si c'est possiblement pas totalement naturel au niveau de la vague, mais on va dire qu'il y a ce risque qui est là aussi, et la vie, elle nous invite à comprendre qu'il y a un risque qui est énorme. Tout ça pour avoir du feu, soi-disant écologique, pour pas utiliser le charbon, le bois. Donc voilà, même aujourd'hui, je dirais presque que le bois, on est dans une écologie inversée, dans le sens où on va vous faire des pellets. Ah, c'est bien gentil, mais ces pellets, ils fonctionnent avec quoi? Avec le feu et avec l'électricité. Si vous avez une panne électrique, je peux vous dire que votre poêle à pellets, il ne fonctionne plus. Si demain les usines s'arrêtent, comment vous faites pour trouver les pellets? Donc moi, je ne suis pas pour les poêles à pellets. Je comprends que ce soit très pratique, mais alors, pour moi, on est encore dans une inversion pour le confort de l'ego, tout simplement. Donc méfions-nous un petit peu de tout ça, et essayons toujours d'avoir ce recul, et nous sommes là pour vous casser un peu les pieds, et vous montrer peut-être les choses, non pas en disant que c'est bien ou que c'est mal, c'est juste, on parle d'inversion ou de pas. Est-ce qu'on est dans le rêve de la vie, ou est-ce qu'on est dans le rêve de l'ego qui s'enferme et qui va créer ce qui est en fait autour de nous aujourd'hui. Mais ça fait partie du rêve de la vie, d'emmener les êtres humains dans ce genre d'expérience, sûrement, puisqu'au niveau stellaire, on peut sûrement expliquer ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas un hasard. On vous l'explique hein, par rapport aux constellations, par rapport à tout ça, et voilà, c'est intéressant de le voir aussi. Ça fait partie du jeu. L'important est pour moi d'être dans la conscience, et quelque part, cette illumination qu'on peut avoir, c'est tout simplement de la conscience. Voilà. Et de ne pas être dans les jugements. C'est-à-dire que si on rejette quelque chose, ce n'est pas de l'éveil. L'éveil, pour moi, n'est pas un rejet. L'éveil, pour moi, est au contraire une intégration de tout ce qui est autour de nous. Voyons ce qu'on fait maintenant avec l'eau. Ah bah alors l'eau, c'est très bien. Alors maintenant, l'eau, on la prend, ensuite on la pollue, ensuite on va polluer son organisme avec, et ensuite on va le relarguer dans le milieu autour de nous. Donc ce que l'on fait aujourd'hui avec l'eau, c'est une vraie catastrophe, et je pense qu'on ferait mieux d'avoir des filtres, et chacun dans ses maisons, plutôt que de traiter ça avec des grosses quantités de produits chimiques. Mais voilà, la concentration des habitats a créé des canalisations, et voilà, il y a des bactéries dans les canalisations. En fait, nous avons créé le problème. Voilà. Là où d'habitude, le problème, quelque part, il n'existerait pas. Hein, vous ne construiriez pas une maison si vous n'êtes pas près de l'eau. Vous ne viendrez pas à l'idée, normalement, de construire une maison en plein milieu d'un endroit désertique. Sauf s'il y a une oasis. Donc l'eau, en ce moment, bien sûr qu'on est dans un espèce d'empoisonnement de l'eau. Il faut savoir quand même que je pense que nous avons les technologies aujourd'hui, en termes de feu, pour faire des choses vraiment écologiques. Sauf que ces technologies, elles peuvent être aussi, et elles le sont, très mal utilisées dans l'inversion. Nous avons aujourd'hui accès à la connaissance du feu, de façon beaucoup plus, comment dirais-je, magique. Mais voilà, pour l'instant, ceux qui ont le pouvoir le maintiennent dessous et l'utilisent à mauvais escient. Donc le jour où ça va s'arrêter, nous allons enfin pouvoir profiter de l'énergie dite libre, hein, qui est le fait de concentrer l'énergie qui nous traverse en permanente. Nous sommes un appareil à énergie, nous sommes des concentrateurs d'énergie. Eh bien, nous pouvons construire des objets qui concentrent l'énergie, et ensuite il suffit de la faire passer d'un état haut à un état bas, et ça crée un flux. C'est simple. Voilà, il faut juste agencer les bonnes choses, sûrement des pyramides, sûrement du quartz, sûrement des solénoïdes, et vous mettez tout ça ensemble, et vous allez créer de l'énergie libre. Ça me fait rire, hein, parce qu'à 20 ans, je m'amusais avec des pyramides remplies de sable, et avec des solénoïdes, et des cristaux de quartz. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire à propos de l'eau. Maintenant, passons à la Terre. Eh bien, quel respect de la Terre nous avons? Eh bien, pas beaucoup, puisque quand on regarde un petit peu l'agriculture aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un empoisonnement total de la planète. Et la Terre, le respect de la Terre, la simplicité, voilà, ça a disparu. Donc bien sûr qu'il y a les contre-mouvements
qui ont créé ou qui ont remis au goût du jour certaines choses. Et voilà, je tiens à remercier d'ailleurs ce chercheur japonais qui a mis la permaculture de nouveau au goût du jour, le fait de recouvrir le sol, et en ayant des meilleurs rendements. Donc en fait, c'est un faux problème. L'écologie aujourd'hui est un faux problème dans le sens où si je respecte la logique et la simplicité du rêve de la vie, je suis dans l'écologie et je peux discuter de l'habitat et le faire de façon très simple et spontanée, sans trop se creuser l'esprit avec plein de techniques différentes. Restez simple, faites du mieux que vous pouvez. Alors bien sûr que je sais, ben voilà, moi aussi j'ai habité des fois en ville, des fois j'habitais à la campagne, des fois il n'y avait pas d'eau, des fois il y en avait. J'ai conscience de tout ça. Et je reste tranquille et calme et clair par rapport à tout ça. Et j'essaye de faire au mieux. Puis des fois j'y pense pas, hein, je suis comme tout le monde. Des fois, ben oui, moi aussi j'ai pris un sac plastique, j'ai pas réfléchi. Et donc voilà, il ne faut pas rentrer dans une culpabilisation, parce que là, on est encore dans le rêve de l'ego, qui dit qu'il y a des victimes, des bourreaux, des sauveurs, et donc nous allons être piégés encore pendant quelques temps. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pourquoi bouddhiste? Parce que nous avons bien pris les 5 éléments, l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre, avec un respect, une logique et une simplicité de ce qui est autour de nous. Voilà. Le bouddhisme, c'est aussi une vision du monde, mais vous allez le retrouver dans l'islam, vous allez le retrouver dans les autres religions. C'est pas le bouddhisme qui a la médaille d'or de quoi que ce soit. Surtout aujourd'hui, quand on voit comment il est pratiqué, on est loin du bouddhisme originel, comme on est loin du catholicisme originel aussi. Nous sommes passés dans les inversions de tout ça. La vérité arrive petit à petit, ça va faire mal, ça va faire très mal, mais nous sommes obligés de passer par cela parce que notre ego a été tellement enfermé dans son rêve que sortir du rêve de l'ego, à part le faire exploser, je vois pas trop de solution. Alors vous avez la gnose, pour ceux pour qui c'est le chemin, et puis pour les autres, vous aurez aussi d'autres solutions un petit peu plus douloureuses. Même si c'est vrai que passer par la gnose, ça peut être aussi un processus douloureux, parce qu'il va falloir prendre conscience de ses ancêtres, de plein de choses, et ce sont des processus pour l'ego qui sont aussi douloureux. Mais on va dire qu'ils seront de façon plus étalée, plus tranquille, là où à mon avis, ceux qui sont vraiment piégés dans l'ego à 300%, il va falloir une énergie aussi forte en sens inverse pour exploser tout ça. Donc voilà, reste à vous souhaiter une excellente journée sur la planète Terre, et puis nous nous retrouverons plus tard pour je ne sais trop quoi, on verra bien ce qui se passe dans ma tête, et les idées qui viendront dans les jours qui suivent. Ciao ciao, et à bientôt, portez-vous bien.